Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent? Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'un étudiant. Au cours de cet épisode, il te partagera son expérience dans les études qu'il suit, te parlera des raisons qui l'ont amené à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Bienvenue Nabil dans ce nouvel épisode. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un peu ton parcours? Alors, je m'appelle Nabil, j'ai 19 ans. Je suis étudiant en école infirmier. Je refais ma première année avec une spécialisation cette année. C'est-à-dire qu'à côté, j'essaie en même temps de commencer un DE, diplôme d'État, et de commencer aussi à préparer un stage dans un pays étranger. Et du coup, avant de faire cette formation, tu as passé, quel bac? J'ai fait un bac général, j'ai fait partie de la première réforme où on n'avait plus les filières S, L et ES. Nous, on avait directement ce qu'ils appellent les spécialités. Donc, j'ai pris les spécialités maths, SVT et sciences de l'ingénieur en première. Et en terminale, j'ai gardé uniquement maths et SVT. C'est pas le meilleur combo, mais en fait, à ce moment-là, on n'était pas encore briefé sur les spécialités. Donc, on y allait un peu à l'aveuglette. Mais en soi, le meilleur combo, en tout cas, que je peux voir là cette année avec les nouveaux qui arrivent et qui, eux, ont plus d'informations que nous, c'est SVT physique-chimie ou SVT biologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans tes études? Alors, les matières que j'ai, elles se réfèrent sous le nom de UE, c'est des unités d'enseignement. Dedans, on va retrouver, par exemple, de la biologie fondamentale, de l'anatomie. On va avoir aussi du raisonnement infirmier, c'est-à-dire l'évaluation de diagnostic, reconnaître les premiers signes, de pathologie chez un patient, élaborer ce que dans le milieu ils appellent des recueils de données, c'est-à-dire, comme une fiche personnalisée sur un patient avec, toutes les informations qu'on doit retrouver sur lui. Et après on a des choses un peu plus classiques, on a un UE qui va nous parler de tout ce qui va être bio-nettoyage, hygiène, santé. Ça va être des choses assez basiques et ensuite, dans le deuxième semestre, on rentre dans quelque chose de bien plus concret avec beaucoup plus de mise en pratique, comme des prises de sang, des perfusions, des pansements, des soins de premier secours, des choses de ce genre-là et beaucoup plus dans la théorie avec, par exemple, l'étude, de pathologie mentale. Généralement, on commence toujours avec les syndromes. En fait, ta formation, elle se fait en combien de temps? En combien d'années? Alors la formation se fait en 3 ans Mmh. et on peut au courant de la troisième année, rajouter, comme ce que je t'avais expliqué, ce que je veux faire, c'est-à-dire un diplôme d'État en plus, pour après se spécialiser ou sinon on peut le faire par la suite. Par exemple, on peut se spécialiser dans tout ce qui va être urgence, dans tout ce qui va être anesthésiste. Par exemple, tu peux te spécialiser pour devenir, infirmière, en puéricultrice. Et du coup, quand tu as la spécialisation, les études, durent combien de temps au final? Heu, En fait, tout dépend de l'école, mais généralement le système c'est on a les 3 ans à l'école d'infirmier. Puis on doit valider notre diplôme pendant notre pratique. On doit pratiquer 1 an et demi, sur les 2 ans après qu'on ait eu notre diplôme et ensuite on peut demander à faire une spécialisation. Mais c'est pas pour tous les diplômes d'État. Certains, ils peuvent se faire au courant de la troisième année ou pendant nos 2 années de pratique. Parce que donc du coup, la troisième année, c'est on peut la faire en alternance? En fait, toute la formation se base sur de l'alternance. On Ah. a, des stages, on a 5 semaines de stage par semestre en première année. Au deuxième semestre, on a 10 semaines et en c'est pareil la deuxième année aussi et la troisième année, on finit sur un stage de 15 semaines dans lequel on s'oriente vers le service dans lequel, on veut tout de suite commencer après avoir terminé les études. En fait, il y a de l'alternance dans l'année et en plus à la fin, il y a un stage?
C'est pas un système d'alternance, ils appellent ça stage, mais c'est comme un système d'alternance si tu préfères. Sur les 15 semaines de cours qu'on va avoir dans un semestre, par exemple, 10 semaines vont être pour les cours et 5 semaines vont être pour le stage. Et pendant le stage, c'est uniquement du stage. Comment sont organisés les cours? Alors, je m'explique. Par exemple, donc dans mon système à moi, en gros, j'ai des cours magistraux. Après, j'ai des TD, donc des travaux dirigés, où je fais des exercices d'application. Et ensuite, j'ai des TP, où là, c'est plus concret. Et aussi, j'ai des projets, où là, ça dure plusieurs semaines, etc. Et donc, toi, est-ce que tu as un système un peu similaire? Enfin, comment ça se passe? C'est plus ou moins similaire. Généralement, on va avoir comme toi, on va avoir des CM, on va avoir des cours magistraux. Par la suite, illustrés par des TD, mais les TD n'ont pas lieu tout de suite. On a d'abord l'intégralité des cours magistraux avant de rentrer dans le TD. Et ensuite, les TP, ça va pas être de la mise en pratique de ce qu'on a vu dans les cours magistraux et dans les TD. Ça va plus être, par exemple, de la préparation au stage. Par exemple, au premier semestre, à la première année, les étudiants infirmiers ils doivent être capables de valider une toilette auprès d'un patient. Et généralement, on va avoir des TP et ce qu'ils organisent, c'est de l'auto-formation pour justement pratiquer et pouvoir prendre de l'avance pour valider ce genre de compétences-là pendant les stages. Et tu m'avais parlé de projet aussi. Ouais. On n'a pas de projet, mais on a un mémoire à faire à la fin de la troisième année. Je sais pas si ça rentre dans ce que tu disais comme projet, Mhm. mais on a un mémoire à rendre en fin de troisième année. Ok, donc le mémoire, c'est ce qui va valider votre diplôme. Ouais, exactement, c'est ce qui nous valide notre cursus. Et avant le mémoire, pour passer d'une année à une autre, comment vous êtes évalué? On a les crédits ECTS et par semestre, on peut en avoir jusqu'à 30 maximum. Et pour valider l'année, il en faut 60. Dans le cas où on a raté un examen qui vaut par exemple quelques ECTS, on a un minimum à atteindre pour passer en deuxième année. Le minimum de souvenirs, c'était 48 ECTS. En dessous de 48 ECTS, c'est soit un redoublement, soit un arrêt de formation. Et au-dessus de 48 ECTS, on passe en deuxième année, mais les partiels qu'on n'a pas validés au courant de la première année, par exemple, on va les rattraper en même temps que la deuxième année. C'est-à-dire que c'est une charge de travail supplémentaire à tirer avec soi. Quand on a moins de 48 CTS, qu'est-ce qui va déterminer si on peut redoubler ou si on est carrément exclu de la formation? Alors, entre 30 et 48 ECTS, on a un droit au redoublement qui est pris en charge par la région. En dessous de 30 ECTS, ça va être passé devant une commission qui, eux, vont décider si oui ou non on a le droit de poursuivre la formation ou s'ils vont diriger l'étudiant vers une sortie d'études. Pour toi, est-ce que la formation est exigeante et est-ce que c'est difficile en fait d'obtenir les 48 crédits pour passer? Alors moi, dans mon cas, j'ai rencontré beaucoup de problèmes personnels pendant l'année, ce qui m'a pas permis de me concentrer à 100% sur mes études, Mhm. ce que je regrette maintenant. Mais j'ai pu apprendre de mes erreurs. Mais je pense pas que c'est une formation si difficile que ça. En tout cas, du point de vue de première année et de ce que j'ai pu entendre des échos des années après. En fait, la seule rigueur qui est demandée, c'est de savoir gérer son temps et savoir gérer ses révisions. Dans le sens où faut pas laisser s'accumuler les cours jusqu'à avoir la date du partiel. C'est plus conseillé de rentrer le soir, juste de relire son cours une demi-heure, regarder les mots compliqués, faire des recherches dessus, se les noter parce que pendant les CM, généralement, c'est pas des profs qui vont venir nous faire les cours. Ça va être souvent 80% du temps, c'est des intervenants et ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur un mot qu'on n'a pas compris parce que ils ont un temps limité, ils parlent très vite. Le meilleur, en tout cas, pour réussir cette formation, c'est de bien chercher, revoir ses cours, gérer son temps, ne pas s'y prendre à la dernière minute et il n'y a pas, y a pas d'autres contraintes et de difficultés à part ça. Ok, donc la rigueur, l'organisation, c'est les clés pour réussir, quoi. Ouais, Ok. totalement. Tu viens d'en parler un petit peu, mais au cas où, peut-être que tu as d'autres choses à dire. Pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut vraiment avoir pour réussir la formation? Ben, je dirais que la première, c'est être courageux parce que c'est une formation dure, rigoureuse mentalement, car les lieux de stage, ça peut être des endroits très éprouvants. Moi, j'ai pu connaître ça parce que
C'est souvent ce qu'on nous dit dans la formation infirmière, il y a toujours un de vos stages qui va mal se passer. Et moi, bah, j'ai pu en faire les frais pendant ma première année. Et mentalement, c'est très dur. Ouais. C'est dur car des fois, les équipes ne sont pas toujours très professionnelles pour encadrer les étudiants. Donc, ce qui fait que des fois, il peut y avoir des désaccords ou des mésententes entre le stagiaire et son maître de stage. Ce qui peut arriver car des fois, avec d'autres lieux de stage, on a l'habitude d'avoir un meilleur encadrement, une meilleure sécurité pour l'étudiant. Comme d'autres lieux sont moins équipés pour ça rend le stage plus compliqué et ça peut faire qu'il se passe mal des fois. Et quand il se passe mal, des fois, ça peut être des mots durs, des fois, ça peut être des remarques. Et sur le long terme, ça peut être dur à tenir, sachant que quand on revient de stage ou avant la période de stage, on sort d'une période d'examen, ou on va rentrer dans la période d'examen, mentalement, ça peut être très dur. Donc, je pense que être courageux et avoir un bon mental, je pense, c'est déjà des qualités qu'il faudrait avoir. Et comme je l'avais dit avant, pour les révisions ou autres, c'est avoir de la rigueur, du sérieux et ne pas négliger les autres, je pense. Toujours travailler en équipe, même dans les lieux de stage. C'est pas parce que nous, on est étudiants infirmiers que ceux qui sont en dessous, les aides-soignants, les ASH ou tout autre personnel qui vient nous aider, faut les prendre de haut parce que c'est des gens à qui on travaille, c'est des gens qui font un métier. Donc, je pense qu'il faut être très empathique envers ces personnes-là, car ils font un très beau métier. Et l'empathie, c'est, je pense, la meilleure qualité dans ce travail-là. Pour résumer, il faut avoir un bon mental, être bien organisé et développer ses compétences relationnelles. Exactement. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est trois choses qu'on peut vraiment développer en fait. C'est des choses qu'on peut développer. C'est pas comme certains qui demandent, par exemple, en métier, on te demande de faire une prépa avant, on te demande de prendre des heures sup, de prendre un professeur personnalisé. Là, je pense que c'est plus des qualités ou des valeurs de vie qu'il faut acquérir. C'est pas comme si c'était quelque chose d'insurmontable. C'est super accessible parce que même, il y a des gens dans notre formation, ils sont en reconversion professionnelle. Il y en a certains, ils étaient dans les assurances avant. Il y en a d'autres, ils étaient dans des milieux qui avaient rien à voir, dans des milieux ferroviaires. Ils n'ont jamais entendu parler de médical dans leur métier. Ah ouais, Et carrément. pourtant, c'est des personnes qui réussissent et qui sont à l'heure actuelle infirmiers. J'ai rencontré des infirmiers qui avant m'ont dit j'étais archéologue. Waouh. C'est pour ça, c'est un métier qui est totalement ouvert et je pense qu'il n'est pas du tout insurmontable. S'il y a autant de personnes qui choisissent cette formation alors qu'à la base ils avaient fait quelque chose qui avait rien à voir, c'est que derrière il doit y avoir un truc vraiment intéressant. Toi, pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation? Alors moi, dans mon cas, c'est spécial, je vais dire, parce qu'en fait, moi, à la base, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'associatifs. Quand j'avais 16 15 ans, je faisais de l'associatif avec une association à Strasbourg. C'est Ambition Jeunesse. On avait monté cette association-là avec des amis. Et bah, en fait, moi, on m'avait donné des responsabilités à ce moment-là. Quand j'ai saisi ces responsabilités, que j'ai fait les premières maraudes qu'on faisait dans cette association, parce que c'était le but principal de l'association. J'avais donné un repas à une personne dans la rue, et la personne, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle a commencé à fondre en larmes, et ça m'a touché, j'ai eu une petite larme qui a coulé, et après ça, je me suis dit, je veux aider les gens. Je veux aider les gens et je veux les rendre comme lui, avec un grand sourire, très chaleureux. Et je me suis dit, y a pas mieux que rentrer dans le médical. Pour moi, je me suis dit, il n'y a pas mieux, sachant que il y a quelques personnes dans ma famille qui avaient un pas déjà dans le pré-médical. J'ai un peu suivi le mouvement et disons que c'était la première chose qui a voulu que je fasse du médical. Pourquoi le médical et pas une autre filière où tu pouvais aider les gens aussi? Ben, en fait, je me suis dit, médecin, c'est pas quelque chose que je voudrais forcément faire parce que c'est pas quelque chose. En fait, c'est quelque chose de trop médical et t'as pas assez de contact avec les patients. Alors que quand tu es infirmier, c'est toi qui es le plus souvent au contact avec les patients. C'est toi qui prends le temps de les écouter, d'apprendre des choses sur eux, d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Tu es là, tu es en train de parler avec eux par rapport au traitement, tu essaies de regarder ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait pas du bien. S'il y a des choses à changer avec le médecin, parce que le médecin ne veut pas toujours être là. Donc, tu es là, tu es souvent dans la discussion avec tes patients, tu apprends à les connaître, tu vis presque avec eux, j'ai envie de te dire. Et en fait, moi, voir ça, c'est ça qui m'a poussé. L'humanitaire m'a beaucoup intéressé.
Je me suis dit que travailler une relation sur du long terme avec des patients, je me suis dit, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là, du coup, est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir fait ce choix? J'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix-là, mais j'ai eu des moments de doute. Comme je t'avais dit avant, ben, il y a toujours un stage qui se passe mal dans cette formation. En fait, moi, quand ce stage s'est mal passé, j'avais eu un gros moment de doute où je me remettais beaucoup en question. J'ai eu le Covid dans la même période, donc j'étais malade en plus. Donc j'étais en train de réfléchir en étant malade. Je pense pas que c'était le meilleur moment pour réfléchir, mais les événements, en fait, ils se sont enchaînés et je savais pas comment réfléchir. Je me suis dit, est-ce que c'est la formation que je veux réellement faire? Est-ce que je me sens à l'aise dedans? Et en fait, ce qui m'a fait comprendre que j'aimais bien cette formation-là, ben, c'est après, j'ai enchaîné un stage en crèche et j'ai repris goût d'un coup. En fait, voir des enfants être tout contents quand je soigne leur petit bobo, je me suis dit, en fait, si, c'est ça, je continue dedans, je m'arrête pas. T'arrêtes pas, c'est un moment de doute, t'arrêtes pas, continue. Franchement, le stage que j'ai enchaîné juste après, ça m'a libéré l'esprit. Je me suis dit, non, regarde, juste des enfants, ils sont contents quand tu viens, tu leur soignes un petit bobo, juste quand tu leur parles. Je me dis, non, faut que je continue dedans. Ouais, donc il y a vraiment l'humain qui est au cœur de ta motivation, jusqu'au bout, quoi. Totalement. Comment est-ce que tu as fait justement dans cette période-là pour réussir à passer outre cette difficulté? Bon, en fait, il y a trois éléments, non, il y a quatre éléments qui rentrent en compte qui vont se passer outre. Le premier, c'est que à l'école, on a des référents de suivi pédago qui nous suivent tout au long de la formation et avec qui on peut parler quand on a des difficultés. Et moi, c'est la première personne que je suis allé consulter. Après l'entrevue que j'avais eue, ils m'ont annoncé que mon stage n'a pas été validé. Je l'ai tout de suite consulté, je lui ai parlé, je lui ai fait part de mes doutes. Elle m'a rassuré. Elle m'a dit, c'est un stage qui se passe mal, ça arrive à tout le monde dans la formation. Faut pas s'inquiéter pour ça. On a eu, je pense, un bon 1h30 de discussion. Franchement, ils prennent beaucoup leur temps avec nous, surtout dans des moments de doute comme ça. Ils sont pas du tout chrono, ils regardent pas du tout l'heure, ils regardent pas s'ils prennent du retard sur leur travail. Ils sont beaucoup avec nous pour regarder quand on a nos doutes, nos questions. Ça a été un des éléments qui a fait que je me suis bien remis. Le deuxième, bah, ça a été le moment où je suis parti en crèche. Le troisième, bah, ça a été ma famille. En fait, j'ai tellement craqué, je pense que j'ai parlé avec ma mère et avec mon père, chose que je ne faisais pas avant. Je parlais pas du tout avec eux par rapport aux études, j'étais toujours très de mon côté. Je voulais jamais les inquiéter par rapport à mes études, comment je me sentais ou quoi. Et en fait, le fait d'avoir parlé avec ma mère et qu'elle me dise tu lâches pas, ça m'a aussi remis un coup. Et une promesse aussi que j'ai fait à des gens qui sont plus de ce monde malheureusement, qui a fait que j'ai pas lâché. Je pense que c'est tout ce tout qui a fait que j'ai pas lâché et que j'ai continué. OK, donc encore une fois, ouais, ce qui t'a vraiment aidé, en fait, à tenir, c'est encore ce contact avec l'humain. Ouais, franchement, c'est surprenant, hein, parce On dirait que que c'est je me vraiment, suis, dans ton ADN. il y a quelques années, on m'aurait dit, ouais, je suis comme ça. J'aurais fait, mais non, c'est pas possible. Mais par contre, ce que je relève, c'est qu'en fait, il y a un accompagnement qui est mis en place dans l'école et visiblement, ils le font bien. Ils le font franchement très bien. Parce que pour l'anecdote, tous les professeurs qu'on peut rencontrer bah, dans l'école d'infirmier, c'est tous des anciens cadres de santé supérieure qui maintenant sont devenus cadres formateurs. Donc, ils ont tous l'habitude d'avoir géré des services, d'écouter les plaintes de leurs soignants. Ils ont souvent eu l'habitude de ça et je pense que c'est aussi ça qui joue et qui fait que c'est bien d'avoir ces gens-là parce qu'ils ont déjà une expérience dans le métier et ils ont quasiment fait toute leur carrière dedans. Donc, ils peuvent reconnaître nos plaintes. Ouais, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour reconnaître et accompagner, quoi. Ouais, Et du coup, qu'est-ce que cette formation t'a apporté sur le plan personnel? de l'empathie, beaucoup d'empathie. Parce que, bah, en fait, quand je voulais me lancer dans la formation infirmière, je me suis lancé dedans avec deux, trois connaissances de ce qu'il y avait dans la formation, mais sans trop regarder à quoi je pouvais m'attendre sur le terrain. Et bah, un des stages que j'ai fait, le tout premier que quasiment tous les étudiants infirmiers font, c'est en EHPAD avec des personnes âgées. En fait, c'est à ce moment-là, j'ai développé beaucoup d'empathie parce que écouter les histoires de vie des anciens, c'est très enrichissant. Et je pense que
C'est compliqué de revenir de ce genre de stage-là sans avoir développé de l'empathie pour ce genre de personnes-là qui nous ont un peu expliqué leur parcours de vie, les maladies qu'ils ont eues, les problèmes qu'ils ont eu dans leur vie. C'est très, très compliqué de, je pense, ne pas revenir avec beaucoup d'empathie de ce genre de stage-là. En fait, cette formation-là, ça se voit que vraiment t'aimes beaucoup, mais qu'est-ce que t'aimes moins? Bah, je dirais qu'il y a peut-être une ou deux matières que je trouve pas très, enfin, c'est pas une ou deux matières que je trouve pas très utile. Enfin, c'est plus une que je trouve pas très utile. L'autre qui est bon, un peu plus longue et un peu plus, je vais dire chiante. C'est tout ce qui va être législation, déontologie. Ça, c'est le petit coup législation. Il faut apprendre beaucoup d'articles de loi, beaucoup de choses qui sont utiles dans le métier, mais qui sont très longues et demandent beaucoup de temps à apprendre. Et je pense après, c'est les matières qui se basent sur des trucs logiques. Par exemple, on va nous demander d'analyser des textes, de ressortir, par exemple, je sais pas, par exemple, des mots-clés ou des concepts qui paraissent logiques quand on lit le texte, que je trouve plus qui, genre, ce genre de cours-là viennent s'intercaler pour combler des trous, quoi. Comment est-ce que tu arrives à concilier du coup ton investissement, ton engagement avec tes études? Bah, en fait, généralement, ce que je fais, c'est dans la semaine, j'enchaîne souvent, ce que je fais, c'est j'ai 3 séances de sport dans la semaine, Ah ouais. plus à côté mes révisions. Donc, ce que je fais, c'est quand je rentre des cours, je passe directement à la salle de sport, je fais ma séance, je me prends 1 heure chronométrée. Je termine. Si j'ai le bénévolat à faire, je passe rapidement. Je rentre. Si je vois qu'il est pas trop tard, je révise. Sinon, je me donne la journée du lendemain, vu que je sais que je vais pas à la salle de sport. J'enchaîne comme ça. Quasiment un jour sur deux, je révise, voire peut-être 2 jours, je révise, un jour, je révise pas. Et après, je me laisse toujours un jour le week-end pour respirer. Généralement, le dimanche, c'est ma journée où je travaille pas, je fais rien, je reste à la maison, je profite un peu du temps que j'ai avec ma famille, ou je sors avec des amis pour me vider la tête. Et du coup, c'est intéressant parce que tu as vraiment une part pour chaque chose, quoi. Ouais. Mais Mm. après, je pense pas que c'est pas facile à mettre en place. Moi, j'ai mis 1 an à mettre en place ça parce que je ne l'ai retrouvé pas l'année dernière. Mais là, maintenant, cette année, c'est plus simple, je trouve, à mettre en place. C'est ce que tu disais avant, à la rigueur, l'organisation, c'est vraiment essentiel, quoi. Franchement, c'est la chose la plus essentielle. Et même sur le terrain, on voit que les infirmiers, il n'y a pas plus organisé que eux dans leur travail, hein. Est-ce que ton école, elle organise des événements? En début d'année, ils font une course de solidarité pour engranger des fonds pour les études sur les troubles psychiatriques. Et ils font quoi d'autre? Ah oui, ils organisent aussi des récoltes de fonds. Il y a beaucoup de récoltes de fonds dans l'école. Celle-là, c'est pour les étudiants de troisième année qui, eux, font des voyages humanitaires. En gros, ça marche comme ce que moi j'ai envie de faire en troisième année, c'est-à-dire un voyage à l'étranger pour terminer mon année. Mais eux, dans leur cas, à eux, c'est quelque chose qui est organisé avec la région où ils vont faire leur dernier stage. Bah là, cette année, c'est en Côte d'Ivoire, à Kotoka, où ils vont aller là-bas pour donner un coup de main aux équipes soignantes qui sont là-bas en tant qu'étudiants infirmiers qui ont quasiment terminé leur cursus. Ok, et donc ça rentre dans le voyage humanitaire, là, ça rentre dans le cadre du stage, quoi. Ça rentre dans le cadre du stage. C'est génial. Et est-ce que tu aurais des ressources utiles à partager? J'ai un site internet à recommander aux étudiants je crois que ça a été développé par des étudiants infirmiers qui sont maintenant diplômés. Ça s'appelle Fiche IDE. Et c'est un site internet qui résume très très bien les cours qu'on fait à l'IFSI. Malgré que chaque année, les cours sont actualisés, il y a des nouvelles choses qui sont mises dedans. C'est quand même des choses, je pense, pour les étudiants qui ont du mal à faire des fiches de révision, qui ont du mal à synthétiser leurs cours. Ça, c'est super, surtout que, bah, comme tu le disais avant, c'est pas toujours facile de s'organiser et tout. Donc déjà, si on a ça, c'est une super ressource. Ouais, franchement, c'est une superbe ressource, hein. Et du coup, tu as d'autres ressources? Essayer de trouver dans son entourage quelqu'un qui peut-être travaille dans le médical pour avoir quelques astuces ou avoir déjà une vision de quelqu'un d'autre du domaine médical. Je pense que des fois, ça peut aiguiller des gens sur leur choix dans la formation. Franchement, il faut prendre le plus de contacts possible. Même quand vous rentrez dans la formation, n'hésitez pas à aller demander aux deuxième année, aux troisième année, d'échanger des adresses mail avec eux. Comme ça, eux, ils peuvent vous partager déjà des cours que eux, ils ont fait.
des fiches que eux ils ont déjà eues. Et c'est que du bonus, et c'est que du bon à prendre. Et généralement, les étudiants infirmiers, ils savent tous qu'on est passé par ces moments de galère, donc ils vont pas rechigner à aider quelqu'un qui commence la formation. Donc là, pour quelqu'un qui nous écouterait depuis tout à l'heure et qui se dit, tiens, j'aimerais bien me lancer dans cette formation, quelles sont les démarches à faire pour l'intégrer? Parcoursup. Des Alors, fois. il y a quelques années, fallait passer un oral devant un jury. Maintenant, c'est par dossier. Et il n'y a plus d'oral à passer devant un jury. Ok, du coup, c'est vraiment qu'un dossier. Et est-ce que dans le dossier, il y a des choses spécifiques qui sont demandées? Il demande si on a des expériences dans le médical, c'est-à-dire si par exemple on a été apprenti pompier, si on a fait dans du bénévolat. Je pense que c'est des choses qui permettent de s'aiguiller un peu sur le profil de la personne déjà. Et pour remettre en valeur son dossier, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de faire? Bah déjà, bien travailler à l'école, Ouais. essayer de choper les notes maximum dans toutes les matières scientifiques, que ce soit les bio, les maths, la physique. Franchement, ne lésinez pas sur les moyens, dites-vous, c'est peut-être un petit sacrifice à faire, mais c'est un sacrifice qui vous ouvre les portes de bonnes formations et de très bons métiers. Et peut-être le bonus, à la limite, mais après, ça, c'est pas que quelque chose d'obligé, c'est peut-être essayer de faire du bénévolat pour essayer d'avoir un peu plus de contact avec les gens et être un peu moins timide, je pense. Parce que la timidité, généralement, c'est un frein dans les équipes. Parce que les équipes s'attendent toujours ils attendent toujours le premier pas de l'étudiant. Quand par exemple on voit un soin, eux, ils vont jamais venir nous proposer. Ils vont toujours attendre que ce soit nous qui prenons l'initiative de demander à vouloir faire un soin. Ou par exemple, si on veut parler, ils vont jamais nous tendre la perche chez nous, on va devoir venir la saisir tout le temps. Après, la timidité n'est pas mauvaise. Les équipes ne sont pas non plus des monstres. S'ils voient qu'une personne n'est pas à l'aise, ils vont essayer de lui parler. Mais après, si ils voient que la personne est trop timide, franchement, ils vont pas être non plus très très méchantes avec elle. Surtout que quand c'est la première année, ils sont pas toujours très tape dedans. La plupart du temps, ils ont quand même une certaine bienveillance pour les premières années. Ils seront bien évidemment plus rigoureux avec un deuxième année ou un troisième année, mais ça c'est normal parce qu'il aura déjà acquis beaucoup plus de connaissances. Mais pour quelqu'un qui entre en formation, ils seront jamais dans le négatif comme ça, à vouloir tout de suite dire ah tu t'es pas présenté, ah t'as pas demandé. Ils seront toujours très très bienveillants sur ce côté-là. Et pour intégrer la formation, est-ce qu'on est obligé d'avoir un bac général ou est-ce qu'on peut venir d'un autre bac? Pour les autres bacs, je sais qu'on a beaucoup de ST2S. Je dirais grosso modo un bon 50% de la promotion c'est des ST2S. Les bacs ASSP, on en a beaucoup aussi. Après, le reste, c'est des reconversions professionnelles ou c'est des aides-soignants qui veulent devenir infirmiers et qui font aussi une reconversion professionnelle à ce moment-là. C'est plutôt ouvert, on trouve de tout. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bah, franchement, c'est marrant que tu me dis ça parce que juste avant, je parlais avec des amis et ils m'ont dit, ouais, dans 5 ans, tu te vois où? Je leur ai dit, bah, écoutez, les gars, moi, je me vois au Japon, mais dans 5 ans, je me vois bien aller au Canada, être infirmier au Canada ou ouvrir ma propre clinique infirmière. Et en fait, au Canada, avec un diplôme français, ça marche, il n'y a pas d'équivalent. Alors, c'est reconnu maintenant. Bah, là, cette année, j'ai de la chance. On a un nouveau prof qui, lui, vient du Canada, avec qui j'ai souvent des discussions par rapport au Canada. Je lui demande beaucoup ce qu'il a fait là-bas. Parce que être infirmier au Canada, c'est pas la même chose qu'en France. Être infirmier au Canada, c'est avoir beaucoup plus d'autorisation et avoir beaucoup plus de main libre sur certaines choses. Mais ça commence à arriver en France tout Du doucement. coup, ce côté où il y a plus de responsabilités au Canada, c'est ça qui t'intéresse en particulier ou c'est autre chose? Je dirais que c'est 50%. Et 50%, c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir une autre vision du monde. Hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dans un coin de ma tête, c'est j'ai envie de voyager, de découvrir les cultures étrangères, découvrir comment ça se passe dans un autre pays, au niveau de la politique, au niveau des gestions, au niveau de l'économie, de l'environnement, comment ça se passe, comment... Parce que j'ai toujours eu la vision de la France. Et Ouais. en fait, je me dis que dans d'autres pays, des fois, on entend des choses à la télé, mais je me dis, est-ce que sur place, c'est réellement le cas? Et c'est pour ça que j'ai... Bah, comme avant, quand on m'a posé la question, moi, j'ai dit, je veux aller au Japon parce que c'est déjà un pays que je vois en photo, il est magnifique. Le Canada, c'est un pays que je vois, il est magnifique. Et aussi pour tous les échos que je peux entendre, comme quoi c'est des pays très chaleureux,
C'est des pays où les gens sont adorables, ils ont une bonne culture. Au niveau de l'environnement, c'est des endroits où ça se passe très très bien. Et moi, ça fait partie des raisons de pourquoi je veux aussi aller au Canada. Ok. Donc, tu as envie de tester sur le terrain, voir ce que c'est et tout. Exactement. Ok, bah, trop bien. Est-ce que s'il y a des étudiants qui ont des questions à te poser, je peux te les transmettre? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Et du coup, je mettrai le site que tu as cité où il y a des fiches voilà, pour réviser. Je le mettrai dans la description du podcast, comme ça on pourra y accéder facilement. Bah, merci beaucoup, hein. Tu es encore là? Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique, du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn. Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite!